Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart dans Maghreb Express, l'émission de Mediapart qui donne à lire et à entendre l'autre rive de la Méditerranée est de retour. Aujourd'hui, nous partons en Algérie, tenter de dénouer le trauma de la société algérienne, le trauma colonial, consécutif à 13 décennies de domination française. Notre invité livre une enquête inédite sur cette séquelle inscrite dans les mémoires, les familles, que l'on se transmet de génération en génération, le trauma colonial. Une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. C'est aux éditions La Découverte et très prochainement aux éditions algériennes Coucou. Bonjour Karima Lazali. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, clinicienne, psychanalyste. Vous exercez à la fois à Paris mais aussi à Alger. Et c'est ce qui va faire toute la force de ce livre, puisque vous partez de votre expérience de psychanalyste à Alger, où vous avez réalisé que l'expérience de la libération subjective était bloquée par la famille, le politique, le religieux. Racontez-nous comment est née cette enquête. Alors, j'ai commencé à travailler à Alger en 2006, donc c'était dans les années qui ont suivi ce qui a été appelé, ce qu'on peut appeler la guerre civile, ce que j'appelle la guerre intérieure, ce que l'État nomme tragédie nationale, d'autres décennies noires ou terrorisme. Et je suis allée travailler avec une question très très précise qui me préoccupait, c'était comment comprendre qu'un peuple entier bascule dans la barbarie. Comment comprendre que des hommes s'entretuent comme ça? Et surtout, j'étais très impressionnée par le degré de barbarie et de terreur qui régnait. Donc, il y avait une question pour moi là où ça devenait une nécessité, voire une urgence, de chercher à comprendre comment nous avons basculé en Algérie là-dedans. Donc c'est comme ça que je commence à travailler en tant qu'analyste à Alger, autour de ces questions-là. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, je travaille également à Paris. Donc il y a une espèce de va-et-vient, il y a une dynamique comme ça dans ma pratique ici et là-bas, dans des contextes linguistiques, historiques, géographiques différents, qui font qu'une série de questions ont émergé autour de la particularité de ma pratique à Alger et des difficultés que je rencontrais. À savoir qu'il était très difficile d'accompagner quelqu'un à ce qu'il se mette à parler librement, même après des années de travail, que sévissait encore tout un tas de censures internes, que la peur était quelque chose d'omniprésent. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait des constantes qui dépassaient les symptômes des individus en tant que personnes dans leur petite histoire, mais qu'il y avait des choses qui relevaient du collectif et que ce collectif-là était malade et que je ne savais pas très bien comment participer à... Ça veut dire qu'à Paris, ce collectif-là n'était pas malade, ou en tous les cas, il était facile pour un individu qui entreprenait une analyse de parler du trauma colonial. Sur la question du trauma colonial, c'est très compliqué en France également. Alors ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans ma pratique à Paris, par exemple, des personnes pouvaient venir me voir pour des symptômes ou des questions qui avaient trait à leurs difficultés dans l'existence pour faire une analyse, et que je me rendais compte au fur et à mesure que justement l'Algérie pointait à travers les grands-parents et que ils étaient l'objet d'un silence. Enfin, ils étaient interdits de parole parce que non pas interdits de parole pour être interdits de parole comme ça consciemment, mais rien ne permettait dans l'espace public que leur histoire puisse exister. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert également dans ma pratique à Paris. Mais disons que la différence dans ma pratique à Paris et à Alger, c'est que les censures arrivent à être levées à un moment ou un autre sans que la personne le paye très très cher, le paye du prix d'un isolement, du prix d'une exclusion terrible. Il y a une place pour la différence, le fait d'être différent, de pouvoir être différent. La difficulté dans la pratique à Alger, c'est que les individus sont interdits d'être eux-mêmes en quelque sorte, et que pour cela ils obéissent à toute une série de censures, d'interdits, avec la peur qui maintient à l'œil. C'est-à-dire que du coup, quand bien même la psychanalyse mène vers une libération, finalement elle ne mène pas vers une libération, puisque
à l'extérieur dans l'espace public, vous ne pouvez pas mettre au travail, vous ne pouvez pas exercer ce que vous avez découvert dans votre propre analyse et que vous êtes rattrapé par des injonctions qui viennent de sources très très différentes, politiques, sociales, familiales, religieuses, etc. Et quels sont les traumas que vous avez identifiés, ou alors plutôt les effets du trauma colonial sur les différentes personnes qui sont venues vous voir, qui viennent vous voir, et sur lesquelles la psychanalyse n'a pas de prise? Oui, alors à partir du constat que finalement le collectif était malade et qu'il y avait une constante qui était un trait commun entre ces différentes personnes, qui était que le collectif est atteint d'une maladie assez difficile à identifier. En Algérie, on va dire, à chaque fois, on pense que c'est lié au trauma de la guerre civile, aux catastrophes naturelles, au fait que régulièrement en Algérie, on a l'impression de traverser une nouvelle catastrophe, que les personnes sont hantées par une catastrophe à venir, que ce soit lié à des conditions politiques, internationales, d'économie ou à un climat international. Ou à une punition divine. Ou à une punition divine. Voilà. Donc il y a cette espèce de hantise. Et donc c'est la hantise de disparaître. Et qu'il fallait que je rentre dans l'histoire de cette hantise, de la disparition et de la peur. Qu'est-ce qui fait que toute une population vit dans la hantise de la peur et de la disparition, à tel point qu'elle finit, alors que il y a une histoire révolutionnaire, qu'elle finit elle-même par se soumettre à tout un tas d'injonctions, oubliant finalement ce qu'a été la révolution algérienne et que quand même il y a eu libération. Hein, et voilà. Alors ces effets-là, quels sont-ils? Comment ils se traduisent en fait dans l'intimité de votre cabinet? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors ce que je vous disais, c'est-à-dire une difficulté à parler très librement, une peur extrêmement massive, un sentiment d'exposition, de non-protection, et pour cause la citoyenneté est quelque chose d'empêché en Algérie, l'interdit d'être différent, de vivre sa vie, d'être maître de sa vie et de se sentir responsable, c'est-à-dire de faire des choix en fonction de ce que l'on a envie, c'est-à-dire que tout ça se paye d'un prix extrêmement fort. Et puis surtout une difficulté à faire des liaisons entre le collectif et l'individuel, c'est-à-dire que on ne sait plus d'où viennent ces censures-là. Ouais. Il y a une espèce de confusion. Tout le monde a des censures, ça fait partie du propre de l'être humain, hein, mais là, les censures à l'intérieur et les censures à l'extérieur sont quasiment les mêmes. Or, dans un État totalitaire ordinaire, la censure, elle est claire, elle est délimitée. Vous savez ce que vous devez dire, vous savez ce que vous ne devez pas dire, et surtout, vous arrivez à localiser que ce qui est interdit ou autorisé vous vient d'une instance extérieure. Il se trouve qu'en Algérie, il y a quelque chose d'une confusion et d'un brouillage qui rend la localisation et l'identification très très difficile. Vous ne savez même plus qui en vous interdit de penser et de parler. Et donc c'est en cela que je suis rentrée dans cette histoire-là de la confiscation finalement du sujet. Oui, c'est à la fois donc une confiscation du sujet par soi-même et par les autres, par le collectif. Exactement. Une des spécificités de la domination française a été de dessaisir, justement, de dépouiller ceux qu'elle appelait les indigènes ou encore les sujets français de leur histoire, leur culture, leur nom, leur identité. Mais alors, qu'est-ce que le trauma colonial? Alors, voilà, le trauma colonial, ce que j'ai appelé le trauma colonial et dont ce livre est une enquête, c'est les effets sur plusieurs générations. Ça va faire maintenant 2 siècles que les Algériens se débattent avec des blancs de mémoire, avec l'impression d'être interdits, avec un effacement, une dévaluation de leur langue, avec le fait que la loi n'arrive pas à tenir, la loi n'arrive pas à tenir, enfin. C'est-à-dire qu'en permanence, les lois ne tiennent pas pour vous protéger. Il s'agit dans l'Algérie actuelle, en tout cas, de les détourner en permanence pour essayer de s'en sortir. Et donc, quand on retraverse cette histoire-là, la colonialité, le système colonial est un système qui a pour projet politique l'effacement
et la disparition. C'est le propre même de la colonie de peuplement qui a été d'avoir voulu inverser le nombre de naissances. Il fallait avoir plus d'Européens sur le sol pour arriver à une parfaite francicisation du territoire. Et donc, ça a été une politique d'élimination. Politique d'élimination qui a commencé dès 1830. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre l'accent sur ce qu'a été la guerre d'indépendance. Or, la catastrophe subjective a commencé dès les années de la conquête française. Les historiens nous disent qu'il y a un tiers de la population qui a disparu. Il y a eu des enfumades de tribus, jusqu'à 900 personnes dans des grottes. On retrouve la description des corps convulsés. Il y a eu une falsification des généalogies par des attributions de patronymes pour arriver à contrôler la population algérienne, sauf que l'effet dans le temps, c'est qu'on ne sait plus d'où on vient et on ne sait plus qui est qui. En fait, tout ce qui servait de repère et de référence pour que les gens arrivent à s'identifier ne fonctionne plus. C'est peut-être le plus terrible des effacements. Exactement, c'est le plus terrible des effacements, avec toute la série de confiscations des biens, voilà. Et puis, l'offense. Ce livre aurait pu s'appeler L'offense coloniale parce que l'offense a persisté dans le temps et a été une politique. Ce qui a été la politique coloniale en Algérie. Bon, on verra plus tard que la question de l'offense va persister dans l'Algérie indépendante et que du coup l'offense coloniale finit par faire histoire, enfin en tout cas est le fil conducteur de ces de siècles-là. Donc, cette question de l'effacement, il était important d'arriver à la traiter. Or, comment traiter de l'effacement puisque ça s'efface? Comment retrouver les traces de ce qui s'est effacé? Très compliqué au niveau des subjectivités, où là, ça apparaît à travers un blanc, à travers le sentiment d'être accablé, à travers une immobilisation. Mais retrouver du récit est quelque chose de compliqué. Donc, il m'a fallu essayer d'aller à la rencontre de ce récit-là. Et alors, très intéressant, pour aller retrouver ce récit-là, vous allez croiser plusieurs disciplines, à la fois la psychanalyse, l'histoire, la politique, mais aussi la littérature algérienne francophone. Oui. Parce que là, alors vous le dites, la littérature algérienne de langue française est née des corps meurtris et mutilés. Vous écrivez, à l'image notamment de Nabil Farès qui a construit toute son œuvre poétique à partir du trauma colonial, comment la littérature va-t-elle s'imposer dans votre enquête comme un élément central pour redonner de la surface là où on a effacé? Oui. Alors, les premiers écrivains algériens ont fait un travail absolument fabuleux. Ayant reçu un enseignement en langue française, ils vont utiliser la langue française pour la détourner complètement. La détourner, c'est-à-dire que ils vont écrire dans la langue française cet état des corps meurtris et démembrés. Ils vont chercher à réparer les langues maternelles en les faisant passer dans la langue française, ce qui donne à cette littérature un style extrêmement étrange, quasiment un style métis. On a l'impression de rentrer dans une toute autre langue alors que c'est en français, parce qu'il y a la nécessité d'inscrire ces corps meurtris dans le temps et ce corps de la langue qui a été meurtri et dévalué. On retrouve ça chez Jean Amrouche, Jean Mouhoub Amrouche, chez Mohamed Dib, chez Kateb Yassine, plus tard chez Nabil Farès. Et on va dire qu'il y a une généalogie de la littérature. Les écrivains algériens actuellement, contemporains, continuent à se situer dans cette généalogie qui est celle de tenter de fabriquer des traces là où il est interdit d'en fabriquer et à travers là, d'être dans un refus de toute forme de totalitarisme, qu'il s'agisse de l'époque coloniale ou actuellement en Algérie. Est-ce qu'on pourrait prendre ou s'arrêter en tous les cas sur un roman en particulier, je pense à Nedjma de Kateb Yassine, qui est pour vous une esthétique de la déconstruction coloniale et de citations, n'y a-t-il que le crime pour assassiner l'injustice, l'enterrement des vérités et la cause des calamités. En quoi ce roman qui a été écrit en 1956 est-il important ici ?
Oui, alors c'est une esthétique de la destruction coloniale. Mais c'est très intéressant parce que justement, ce qu'on cherche à faire, je crois en tout cas... C'est à déconstruire. C'est à déconstruire, exactement. Donc c'est une esthétique de la destruction. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appelé Nejma. Kateb Yassine, donc il est très très jeune, le roman paraît en 56, lui a écrit extrêmement tôt, va raconter comment... si vous voulez, comment la colonisation avait pour projet de décimer, c'est le mot qu'il emploie, et ce même mot se retrouve chez les militaires français, de décimer le lien tribal. C'est-à-dire qu'il fallait absolument éliminer tout lien tribal, à commencer par la présence des chefs de tribu, c'est-à-dire des pères. Et que si on élimine la fonction paternelle, ce qui structure la société traditionnelle, puisque c'était ça la politique coloniale, c'était d'arriver à détruire suffisamment tout ce qui structurait la société traditionnelle. Et bien à partir de là, si la tribu est décimée, on ne sait plus qui est qui. Et si on ne sait plus qui est qui, on est dans une espèce de monde de hors-la-loi. Et on est en plein inceste et en plein crime. Et il dit, mais quel tribunal pour l'inceste, pour le crime. En fait, il parle également et surtout des crimes qui étaient menés par la politique coloniale. Et donc, Nejma va condenser tout ça. Et ce qui est très intéressant dans Nejma, c'est qu'on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, la société algérienne s'est repliée, ce qui a donné lieu à la guerre civile. Et on peut dire que la guerre civile, c'est une espèce d'inceste de l'entre-soi en permanence, puisqu'on s'entretue et puisque la loi ne tient plus dans ce cas-là. Ce qui fait que les gens sont dans des formes de terreur très, très particulières. Parlons de cette autre grande séquelle algérienne qui est donc celle laissée par la guerre intérieure, comme vous l'appelez, la décennie du terrorisme islamiste. Est-ce que pour vous, ce trauma-là est une continuation, une prolongation du trauma colonial? Oui, je crois qu'il y a eu reconduction. À partir du moment où les fondements de la société avaient éclaté suffisamment sur 132 ans de colonisation, il n'y avait plus de fondation sur quoi s'appuyer. Et en effet, il y a eu reconduction du système colonial dans l'entre-soi. Alors cette reconduction, on va dire qu'elle est ancienne, elle ne commence pas uniquement avec la guerre civile, elle est ancienne dans le sens où déjà pendant la colonisation, le fratricide était une arme de guerre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi très clairement dans certaines lettres de militaires, etc. Le mouvement nationaliste algérien n'a fait que réitérer ce fratricide. On le voit avec l'élimination de Messa el-Hajj, l'assassinat de Abben Ramdan. Il y a eu le MNA, la guerre entre le MNA et le FLN, mais surtout, il y a eu en permanence des mouvements d'élimination, que ce soit des éliminations physiques, réelles, ou que ce soit des éliminations symboliques. C'est-à-dire que dès que ça contrarie le noyau totalitaire, il s'agit d'éliminer ça. Ce qui a donné lieu, oui, à une guerre civile. J'appelle ça une guerre intérieure parce que ça met l'accent sur où est la guerre. La guerre, elle est hébergée dans les intériorités entre deux parties, deux parts de soi qui se font la guerre d'une façon absolument terrible. La guerre intérieure est une guerre fratricide. Alors, on a beaucoup de mal à la nommer, mais c'est une guerre fratricide qui a une histoire. Et l'islamisme est venu. Ce qui a fait le succès de l'islamisme, et d'ailleurs, ça, on le retrouve actuellement chez les jeunes djihadistes du monde, c'est de lutter contre les résidus du colonial. Le message est très, très clair. Ça a été un des principaux terreaux sur lequel ils ont pu justement prospérer. Tout à fait. Mais disant par là qu'il y avait un travail à faire qui n'avait pas été fait et que les relations colon-colonisées, l'offense coloniale perdurait au sein de la société algérienne et que eux se proposaient de réparer cette offense coloniale par la puissance de Dieu auquel il fallait se soumettre. Mais peut-on décoloniser le colonisé, désenvoûter les Algériens de ce trauma colonial, mais aussi du trauma qui fut consécutif, le trauma de la guerre intérieure?
On a tendance comme ça à dire, et très justement, que le colonisé est un dépossédé. Alors oui, il y a eu une série de dépossessions qui a frappé des registres extrêmement variés et multiples. Mais le colonisé est d'abord et avant tout un possédé. Il est possédé par l'esprit du colonial. Il a beaucoup de mal à inventer un héritage qui porte la responsabilité, parce que je crois que la chose la plus grave dans la colonisation, qui est d'abord une occupation, c'est une occupation mentale, psychique, c'est une occupation linguistique, géographique, politique, etc. C'est vraiment une occupation au sens plein. Ça vous laisse donc occuper. Et la chose la plus grave avec la colonisation est de déresponsabiliser. C'est une fabrique de la déresponsabilisation. Puisque si vous êtes indigène et que vous êtes un objet, à ce moment-là, vous n'êtes même pas digne d'avoir des pensées, d'avoir un projet politique et d'être responsable de vos actes. Vous êtes juste là à éliminer. Il s'agit d'éliminer si vous contrariez la politique d'expansion. Et donc, cette déresponsabilisation a fabriqué des déflagrations extrêmement graves dans les subjectivités. Et donc, le colonisé, ce que je propose de manière peut-être un peu scandaleuse, c'est de dire qu'en fait, non, le colonisé est possédé par l'esprit du colonial et que du coup, il passe son temps à se désengager aussi de toute responsabilité. Et là, on se retrouve dans une situation, c'est très simple, c'est que par exemple, en Algérie, la colonisation a une place de bouchon. C'est-à-dire que dès qu'on va pour parler de quelque chose, très vite, c'est de la faute de la colonisation. Si bien qu'on ne sait plus de quoi on parle. C'est un vrai problème. C'est ce qui a fait aussi que je me suis lancée dans ce travail. C'est que à force de tout remettre sur la colonisation, on ne sait plus quels sont véritablement les effets de la colonisation. Parce que si on sait quels sont les effets de la colonisation, alors là, on arrive à savoir quelle est notre part de responsabilité dans cet héritage-là et qu'est-ce qu'on en a fait. Or, si vous ne savez pas, eh ben, vous continuez à penser que c'est l'autre. Donc, ça arrange bien finalement la population, mais avant tout le pouvoir algérien. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, parce que de toute façon, entre la population et le pouvoir, on peut dire qu'il y a aussi une histoire de complaisance. C'est Frantz Fanon qui à un moment dit « mais les gouvernés choisissent leurs gouvernants ». Je crois que c'est une phrase qui est à méditer, c'est-à-dire que chacun tient l'autre par un régime de peur qui fait qu'on... Vous parlez de Frantz Fanon, c'est intéressant parce que donc ce penseur et psychiatre génial auquel on doit des écrits très importants sur l'aliénation coloniale vue au travers des maladies mentales reste peu connu ou en tout cas peu enseigné en Algérie. Pourtant c'est lui qui a un petit peu fait entrer la psychanalyse en Algérie. Comment vous expliquez qu'il n'influence pas plus que cela en Algérie Alors, je ne suis pas sûre que ce soit Frantz Fanon qui a fait rentrer la psychanalyse en Algérie. Frantz Fanon avait des relations extrêmement complexes avec la psychanalyse. Ça restait un grand monsieur et un psychiatre humaniste qui a apporté des choses absolument fabuleuses. Mais pas en se référant... Alors, il lisait les textes de psychanalyse, mais il ne s'est jamais dit psychanalyste. Et d'ailleurs, il était contre toute forme d'assignation, que ce soit une assignation dans un champ, toute forme d'assignation identitaire ou dans un champ donné. Mais Frantz Fanon n'est pas enseigné ni en France ni en Algérie. Parce qu'il y a sur cette question coloniale et ses effets, il y a plusieurs points communs entre la France et l'Algérie, et qui sont des points de silenciation qui, en fait, nous emmènent à penser, enfin m'emmènent à penser qu'il y a un pacte colonial qui continue à persister jusqu'à maintenant entre la France et l'Algérie sur le silence, sur le blanc des mémoires et sur le travail de mémoire, tout simplement, et sur la confiscation par le politique de l'histoire. Voilà, ça c'est les points. Alors, Frantz Fanon n'est pas enseigné ni en France ni en Algérie, ni dans les études de psychiatrie, ni dans les études de psychologie clinique, encore moins dans la formation des psychanalystes. À cela, il y a probablement plusieurs choses. D'une part, le silence sur les effets du colonial n'a jamais vraiment fait l'objet de travaux dans le champ du soin psychique et mental. C'est-à-dire qu'on estime que la colonisation est une catastrophe collective comme une autre. Donc, on a des travaux sur les effets de la guerre, etc., mais pas sur une spécificité du fait colonial et ses incidences sur les subjectivités. Ça, c'est le premier point. Donc, finalement, les sciences, ces disciplines-là, enfin, le soin psychique et mental, est fidèle, on va dire, à l'injonction politique. Voilà.
Le premier point. Le deuxième point, c'est que alors que Frantz Fanon écrit à partir d'une position de psychiatre, il est en permanence rabattu sur une position de militant. Et ce qui est fort dommage, alors que c'est véritablement un psychiatre qui écrit, et il a une théorie du sujet, et il a une théorie du sujet colonisé, mais aussi du sujet dans une position de colon. Vraiment, chez Fanon, il est en permanence rabattu sur un militant donc contextualisé dans une époque donnée, donc passez votre chemin, il n'y a rien à entendre, et voilà ce qui fait que malgré ce qu'il nous a légué, Frantz Fanon n'est pas travaillé en tant que théoricien. Vous faites un métier qui reste pas reconnu en Algérie. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de mouvement analytique? Est-ce que cette science judéo-chrétienne a sa place finalement en Algérie, mais dans les sociétés arabo-musulmanes, sachant que la psychanalyse n'a aussi pas sa place ailleurs, dans d'autres endroits comme en Asie, en Chine? C'est une question extrêmement vaste. Il y a en tout cas une demande et il y a une soif de comprendre qui est probablement quelque chose de très très fort et de plus en plus fort en Algérie, qu'on retrouve dans les métiers de production artistique, mais qu'on retrouve à d'autres échelles au niveau de la population générale. C'est-à-dire que les gens ont envie de faire quelque chose de cette confiscation. Alors là aussi, c'est probablement le travail des générations, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs générations. Et qu'il y a la volonté de ne pas en rester là, en tout cas de chercher à inventer un autre héritage à partir de cette histoire et d'arrêter de subir à son niveau ce qui s'est figé de l'histoire, parce que ce qui s'est figé de l'histoire vous cloue sur place, vous immobilise et donc ça vous fait perdre en substance vivante. Donc du coup la psychanalyse est prise là-dedans, c'est-à-dire ce qui fait que des personnes viennent rencontrer un analyste, il y a cette envie, il y a cette demande-là. Après, l'installation, je ne sais pas quel mot trouver, mais pour que la psychanalyse s'inscrive dans une société, c'est un très long trajet et qu'il se trouve qu'en Algérie, c'est récent. On a encore du mal à véritablement se décider pour des révolutions intimes. Et est-ce que c'est pas difficile aussi dans des pays où on a tendance à convoquer Dieu, le mauvais œil, les genoux, enfin, oui. pour expliquer toute grande catastrophe ou petite catastrophe? Oui, mais là aussi, il y a l'idée de mettre à l'extérieur une instance, que ce soit Dieu, le genou, le mauvais œil, une instance qui téléguide et qui dirige votre existence. Il se trouve que c'est une dimension éminemment politique, parce que ça permet de ne pas se sentir responsable des choix de son existence, de sa propre parole. Justement, ça va à l'encontre de ce que propose la psychanalyse du côté d'une libération, mais libération qui est le sens même de la responsabilité. Et alors, qu'est-ce qui peut apaiser le trauma colonial, ou est-ce que par exemple la reconnaissance récente de la responsabilité de la France dans le système de torture pendant la guerre d'Algérie peut-elle aider à panser un petit peu des plaies, ou est-ce que ce n'est pas vain? Alors, qu'est-ce qui peut apaiser ce travail m'a emmené au constat que le travail de mémoire, enfin cette enquête, m'a emmené à constater que le travail de mémoire n'avait d'existence que s'il y avait une recevabilité par le politique, ici et là-bas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de recevabilité par le politique, il ne peut pas y avoir de travail de mémoire. À nouveau, on exclut les personnes de leur propre histoire et on continue à le faire sur des générations et des générations. Les historiens ont toujours fait un très grand travail du côté des faits de l'histoire par rapport à cette question coloniale, mais leurs travaux n'ont jamais véritablement mené à conséquence, on le voit bien. Enfin, il y a beaucoup de travaux, mais ça ne mène pas à conséquence dans le débat public. En Algérie, sur la question coloniale, les choses se passent très différemment, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un culte du colonial, une glorification des martyrs, etc. Mais là aussi, dans les deux cas, le résultat est le même, c'est que ça fait bouchon.
puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Et dans l'autre cas, on n'en parle pas. Donc, entre on ne sait pas de quoi on parle et on n'en parle pas, il y a quelques accords implicites. Qu'est-ce qui peut apaiser les mémoires? S'il n'y a pas de recevabilité par le politique et si chaque population ne prend pas en charge son histoire et son héritage, ça risque de rendre la chose encore très compliquée. Là, oui, vous avez parlé du geste d'Emmanuel Macron. Ce qui est inédit dans le geste d'Emmanuel Macron et qui est extrêmement important, c'est qu'il s'adresse à la population française dans son histoire. Jusqu'à maintenant, dès qu'on parle de colonisation, c'est en permanence l'affaire des autres. Alors, dans les autres, on met les ex-indigènes algériens, on met les émigrés, mais on met également ceux qui ont pris position contre la colonisation, ceux qui ont été appelés les Européens, qui étaient mis au même niveau que les indigènes, ce qu'on voit bien avec l'exaction de Maurice Audin et la torture. Pour la première fois, le président de la République, de sa place de président de la République, montre à la population française ce qui s'est produit au nom de la République, du crime d'État, et qui ne s'adresse pas aux autres. Et donc ça montre que la colonisation, enfin, il y a une autorisation à ce que les Français se mettent à penser un bout de leur propre histoire concernant cette question-là. Voilà. Alors, apaisement, je ne sais pas, mais en tout cas, une voie est ouverte. Une invitation et une voie est ouverte. Est-ce que votre propre histoire personnelle à vous a conduit aussi à vous interroger sur ce trauma colonial? Alors, je suis rentrée dans le trauma. Alors, ça va être très réducteur ce que je vais vous dire. Donc, ça va être vrai et faux en même temps. Je suis rentrée dans le trauma colonial à partir de la guerre intérieure. J'ai quitté Alger en 1994 et donc j'ai quitté Alger avec des questions très précises sur la barbarie et je suis retournée travailler à Alger avec les mêmes questions, celles que j'avais quittées pour essayer d'en faire quelque chose. Donc voilà. Donc c'est par la guerre intérieure que je suis rentrée dans le trauma colonial pour me rendre compte que finalement, oui, dans toutes les familles, la question des effets du colonial est omniprésente, à commencer par le rapport à la langue dans la société algérienne, ce qui fait qu'on a une littérature absolument extraordinaire, y compris en langue française, voire surtout en langue française. Voilà, ça fait partie des effets. Alors, sur la littérature, j'ai envie de dire, ça fait partie des bienfaits de l'affaire. Attention, vous allez parler comme Nicolas Sarkozy. Non, les écrivains ont détourné. Et justement, l'invention, elle est fabuleuse. C'est qu'il y a eu un détournement de l'ordre colonial. Le bienfait, il est là. Merci Karima Lazali. Merci. Je vous recommande vivement Le trauma colonial, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. C'est aux éditions La Découverte. Merci à 5e étage qui produit cette émission. À très bientôt pour un nouveau Maghreb Express.